Si vous avez adoré les classiques du cinéma français pendant l'occupation, comme Les Enfants du Paradis ou Les Visiteurs du Soir, eh bien, restez avec nous parce que notre ami Yehuda Morali, professeur émérite de l'Université de Jérusalem, a décodé ces films qui apparemment ne sont pas forcément ce qu'ils paraissent être. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Yehuda Morali, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez avec deux livres, l'un en français qui est sorti en 2014 et qui s'appelle Révolution au paradis, voilà, représentation voilée du juif dans le cinéma de la France occupée. Et vous êtes là parce que vous sortez l'édition anglaise ces jours-ci, voilà, ça s'appelle tout simplement Revolution in Paradise. Alors, c'est passionnant, hein, il faut bien le dire déjà, c'est un travail qui vous a pris, je crois, 20 ans. Oui. Voilà. Oui. Et c'est vrai que lorsqu'on parle, notamment, je vais prendre ce film-là parce qu'il est emblématique pour plusieurs générations, Les Enfants du Paradis, on a l'impression que c'est le film, un chantre à la liberté, que c'est quelque chose de tout à fait particulier, une espèce de film emblématique des résistants. Oui. Et vous nous dites le contraire. Enfin, c'est un film que j'aime beaucoup et que j'enseignais parce que j'avais un cours qui s'appelait Les éléments théâtraux dans le cinéma. Donc, c'est un film où il y a tous les types de théâtre. Et un jour, je l'ai dit à des amis. Une histoire d'amour incroyable. Une histoire d'amour extraordinaire. Bien sûr. C'est un film qui fait pleurer, tout à fait. Et je l'ai dit à des amis. Etc. Ben oui. Et je l'ai dit à des amis, ils m'ont dit « Oh, mais c'est un film antisémite. Qu'est-ce que vous voyez d'antisémite dans Les Enfants du Paradis ?» Ils m'ont dit « Revois-le et regardez. » Et là, je l'ai regardé. Effectivement, il y a ce personnage qui s'appelle le marchand d'habits, et j'ai réalisé qu'il s'appelle Josué, et qu'il s'appelle Jéricho, et qu'il est traître, et qu'il sème la zizanie, tout ça. Et après, j'ai lu, en 1999, 1999, est paru le scénario original, qui avait été écrit en 1942, parce que le film a été tourné en 1943. Le film est sorti en 1945. Alors, sorti en 1945, mais conçu en 1942, au plus... Écrit en 1942, d'accord. Tourné en 1943, okay. Monté après l'arrivée des Américains en 1944, après, et montré pendant la Libération en 1945. Donc c'est un film dont la genèse court de l'occupation, de la plus noire de l'occupation, à la libération. Et j'ai réalisé, enfin c'est facile à réaliser, qu'il y avait 15 passages concernant le marchand d'habits qui avaient été coupés au montage. Au montage ou entre le scénario. Au montage, sans doute. Bah oui, au montage, bien sûr. Et que dans le scénario original, ce marchand d'habits est tout à fait central. C'est-à-dire que parallèlement à la grande histoire d'amour universelle des Enfants du Paradis, il y a une histoire de haine entre Baptiste et ce marchand d'habits étant partout, et le film se termine par son meurtre. On tue le marchand d'habits comme une espèce de libération. Alors là, c'est évident. Il était évident qu'il s'agissait là d'un film de propagande voilée, d'un film où il y avait des messages voilés qui voulaient passer au public. Alors, évidemment, ça pourrait paraître un peu bizarre, mais vous apportez vraiment des arguments clairs, notamment à propos du financement du film. Parce que c'est vrai que lorsqu'on sait, on regarde et on sait qui paie le film, alors forcément, voilà. Ça nous donne une piste. D'abord, il faut bien se rendre compte que Les Enfants du Paradis ont coûté 30 fois le prix d'un film moyen de l'époque. Vous allez casser un mythe, là. Hein. Non, il est question d'un petit film, mais d'une immense superproduction. Alors, la découverte énorme, c'est que Dicina, c'est-à-dire la maison de production originale... Oui, c'est ça, parce que c'est signé Pathé, quand même. C'est signé Pathé, mais qui a signé les contrats, qui a monté le film, c'est Dicina. C'est une maison de production qui s'appelle Dicina et qui était franco-italienne. L'argent venait d'Italie. Alors, l'argent d'Italie, ça veut dire qu'à l'époque de Mussolini. À l'époque de Mussolini, l'argent venait, en plus de gens très proches de Mussolini, qui étaient les frères Scalera, qui étaient des gens vraiment proches de l'assiette et ce sont des sommes énormes. Je veux dire que le produit... Donc ça veut dire qu'en fait, ce film a été créé, on va dire, monté pour... peut-être ça, j'en sais rien, mais distiller une image du juif pas très sympathique. Peut-être. Je veux pas me retrouver... Sous des airs romantiques. Voilà. Non, la chose... cette immense surproduction était financée par
par l'Italie. Et en plus, cette maison de production était considérée comme italienne, c'est-à-dire pas française, pas sujette à la censure, et recevant de la pellicule comme les films allemands, avec un statut totalement spécial. En plus, après, j'ai commencé à faire une recherche sur le groupe des acteurs. Et Le Marchand d'habits, par exemple, devait être joué non pas par Pierre Renoir, mais par Robert Le Vigan, qui était un ami intime de Céline, qui était un grand chantre de l'antisémitisme, etc. Robert Le Vigan. Et Robert Le Vigan a abandonné le film au milieu, parce qu'à mon avis, il sentait au rôle de sa vie, il a préféré sa vie. Et il a été remplacé par Pierre Renoir, qui était le fils du peintre Jean Renoir, mais qui était aussi le directeur d'un organisme chargé d'épurer les Juifs du théâtre. Et il le faisait très très bien. Il cherchait... Impressionnant, voilà. C'est vrai que c'est... Donc il y avait Arletty, il y avait... c'était un groupe de gens collaborateurs. Clairement. Et après, quand j'ai découvert... Si vous voulez, pourquoi on dit toujours « Les Enfants du Paradis », c'est un film de résistance ? À cause des premiers mots du film... où il y a écrit « Collaboration dans la clandestinité », Alexandre Trauner et Joseph Cosma. Alors, Alexandre Trauner, deux artistes juifs, le premier décorateur, le deuxième musicien. Donc, on s'est un peu servi de leur nom juif pour dire que oui, pendant la collaboration, eh bien, nous, on a résisté, on a fait travailler des juifs. Des juifs au péril de notre vie. Exact. Or, c'est pas tout à fait ça. Pas du tout. Quand j'ai été en France, j'ai donc cherché, j'ai rencontré des gens. Vous avez cherché quoi ? La SACEM Vous avez cherché... Non, j'ai rencontré... Je veux pas trop... On développe pas les sources. Non, mais voilà, j'ai fait une enquête. Il y a eu une enquête, et j'ai découvert ce que personne ne dit, que entre Thirier, le musicien goy, non-juif, et Cosma, le musicien juif, qui soi-disant a fait la musique, il y a eu un procès pendant 20 ans. Ils se sont... C'est-à-dire qu'un musicien non-juif qui s'appelait Thirier... Et qui dit, c'est moi qui ai fait la musique. Voilà. Il parlait d'une horrible machination. Il ne comprenait pas cette horrible machination qui faisait qu'on disait que c'était plus lui, l'auteur des Enfants du Paradis, mais... de la musique, mais Joseph Cosma. Mais Joseph Cosma. Et en fait... Aujourd'hui, on peut trouver ça sur Internet aujourd'hui. Où il y a quelqu'un qui décortique l'histoire et qui montre que Cosma n'a écrit qu'une chanson. Alors que l'autre a écrit toute la musique. Mais seulement, c'était pas vendeur. Après-guerre, il fallait montrer patte blanche, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est même chose pour Trauner, pour le décorateur, qui toujours, vous ouvrez n'importe quel dictionnaire de cinéma. Pareil. Voilà, il avait fait seulement quelques croquis, alors que voilà. Barzac avait fait tout le travail. Ouais, mais qu'aujourd'hui, non, c'est évident que Donc il faut revoir les Enfants du Paradis à la lumière de vos commentaires. Alors, c'est pareil, j'imagine, pour Les Visiteurs du Soir. C'est même encore pire, parce que Les Visiteurs du Soir, tout le monde... Enfin, vous achetez Les Visiteurs du Soir en Amérique, et vous trouvez, sous cette légende du Moyen-Âge, Carnet et Prévert ont réussi à défier l'envahisseur. Ouais, et dans ce film, à la fin, il y a le diable voilà. Hitler qui fouette la France qui ne peut rien faire, mais dont le cœur continue de battre. Finalement, ce diable-là, c'était pas forcément Hitler. Mais c'est pas du tout... Comment ça pouvait être Hitler ? C'était un film qui avait été choisi pour la propagande française pendant l'occupation. Donc, les Allemands, qui n'étaient pas du tout des idiots, s'ils avaient senti c'est Hitler, ils n'auraient pas donné... Le diable, c'était les Juifs. C'était la structure du juif de la propagande. On ignore qu'à cette époque, il y avait une énorme propagande directe à la radio, dans la presse, dans la littérature. Et il y a une structure de l'invité ingrat, la personne qui vient de l'extérieur, qui arrive à tout détruire, à semer la zizanie, un ogre avec un appétit de pouvoir. C'est exactement le diable dans La Visiteurs du Soir. Comment a été accueilli ce livre lorsqu'il est sorti en France ? Alors je dois dire que là, peut-être que là, je sais pas si je dois le dire, mais en fait, il y a que les Juifs qui en ont parlé. Les Juifs en ont parlé beaucoup. Mais j'imagine, c'est pour ça que... Là, il y a eu un article dans la meilleure revue de cinéma, et je l'ai même pas envoyé parce que 1895, il a un article très positif, mais à part ça, c'est resté. Bon, en tout cas, mais je sais qu'en anglais, je suis sûr qu'en anglais, ça va beaucoup mieux marcher, bien sûr. Parce que c'est quand même pas, il y a quand même pas cette aura héroïque
du film comme il y a en France. Ouais, c'est sûr. En tout cas, si ça vous branche, vous pouvez trouver ces livres, soit en tout cas pour la version française à la librairie, vice-versa, sinon pour la version française-anglaise sur Amazon, évidemment, La Révolution au paradis. Voilà, en tout cas, nous, on était ravis de vous accueillir. Merci. Et d'en parler, parce que franchement, je pense que ça va passionner beaucoup de gens qui nous écoutent. À très bientôt. Merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.